vous risquez d'avoir un cancer du col de l'utérus. Donc, en matière de cancérologie, il y a deux choses qu'il faut savoir. Pour qu'un cancer apparaisse, il faut habituellement deux facteurs. Il faut ce qu'on appelle le facteur initiateur, il faut le facteur promoteur. C'est quoi un facteur initiateur? Le facteur initiateur, c'est le facteur avec lequel, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas avoir le cancer. Si vous n'avez pas ce facteur initiateur-là, impossible d'avoir le cancer. J'ai une chance. Donc, le but, c'est d'éviter le facteur initiateur. Et on va voir qu'il est parfois évitable. Contrairement aux facteurs promoteurs, qui sont des facteurs qui ne donnent pas le cancer, mais qui accélèrent l'arrivée du cancer. Et on va revenir dessus. C'est quoi le facteur initiateur du cancer du col de l'utérus? C'est, on l'a dit tout à l'heure, le HPV, le Human Papilloma Virus. C'est un virus qui appartient à la même famille que le virus du VIH-Sida, n'est-ce pas? C'est des virus très anciens, n'est-ce pas? Et qui ont plusieurs types. HPV 1, HPV 2, HPV 3, HPV 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, jusqu'à HPV 50. Il y en a vraiment beaucoup. Et dans ces HPV-là, il n'y a que deux qui donnent le cancer du col de l'utérus. L'HPV 16 et l'HPV 18. Les autres HPV, 15, 1, 6, 33, 35, ne donnent pas le cancer de l'utérus. Ils peuvent donner d'autres maladies, mais pas le cancer du col de l'utérus. Ok? Donc HPV, H ça veut dire human, P ça veut dire papilloma, et V ça veut dire virus. Le papilloma, on va le retrouver tout à l'heure parce qu'il y a une maladie qui est très fréquente chez certaines femmes, qui est l'hépatite, et qui donne des papillomes. Les papillomes, c'est ça qu'on appelle en wolof socket. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. D'ailleurs, de temps en temps, on dit qu'une femme ne peut pas avoir de rapport sexuel la première fois qu'elle a des sockets, ce qui est totalement faux. Ce n'est pas possible. Il y a un autre socket qu'on peut avoir, on contracte lors d'un rapport sexuel, dû à un virus qu'on appelle le HPV, mais cette fois, ce n'est pas le HPV 16 ni le 18, c'est le HPV 1 ou le HPV 6. Donc HPV 1 6 donne des sockets, les condylomes, on va l'appeler les virogénitales, ou sockets en voilà, et le HPV 16 et 18, eux, ils donnent le cancer du col de l'utérus. Donc quand on a un HPV 16 et 18, on doit rechercher si on n'a pas aussi un HPV 1 ou 6. Vice versa. Quand on a un HPV 6 ou 1, on va rechercher si on n'a pas le HPV 16 ou 18. Il faut les rechercher parce qu'ils sont plus ou moins cousins. Voici schématiquement le HPV, n'est-ce pas? C'est un virus qui est assez rond, très petit, n'est-ce pas? Donc on a dit tout à l'heure que c'est le HPV 16 et le HPV 18 qui donnent le cancer du col de l'utérus. Et le HPV 6 et le 11, eux qui donnent d'autres types de cancer. Qui donnent plutôt les condylomes, les virogénitales. Ils ne donnent pas le cancer du col de l'utérus. D'accord? On va voir que ces HPV 16 et 18 aussi sont incriminés dans certains cancers, mais ce n'est pas encore totalement prouvé. Pour le moment, la certitude qu'on a, c'est que si on a le cancer du col de l'utérus, ça veut dire qu'on a été infecté par le HPV 16 ou le HPV 18. Donc si on ne veut pas avoir le cancer, il faut éviter le HPV 16 et HPV 18. Comment l'éviter? C'est assez facile et assez difficile en même temps. Épidémiologie, l'infection HPV est très fréquente. 70% des femmes ont été ou seront en contact avec le HPV malheureusement au cours de leur vie. 70% des femmes. Donc sur 10 femmes, il y en a 7 qui, un jour ou l'autre, seront en contact avec le HPV. Obligatoirement, n'est-ce pas? Il faut dire que c'est un HPV que l'on retrouve surtout dans la population jeune. À peu près 40% des jeunes femmes qui ont une activité sexuelle ont le HPV. Et on va voir rapidement que ce HPV, en fait, il provient des hommes. Habituellement, c'est des hommes qui sont relativement fidèles, n'est-ce pas, et qui ont plus d'expérience sexuelle que les femmes. Statistiquement, on considère qu'une femme dans sa vie a en moyenne 1 ou maximum 3 partenaires sexuels, alors qu'un homme dans sa vie a en moyenne 6 à 12 partenaires sexuels dans sa vie. Je veux dire que ce sont les hommes qui, en général, sont les porteurs sains du HPV. Et malheureusement, la nature étant relativement injuste, le HPV 16 et 18 ne fait pratiquement rien chez l'homme. Là, c'est pas prouvé. Il y a que récemment, on se rend compte qu'il y a peut-être certaines maladies qu'on peut chez les hommes qui sont probablement du HPV. Donc les hommes portent le HPV en eux et ils le transmettent aux femmes. Et les femmes avec ce HPV-là, ils vont développer un cancer. Et on va voir parmi les stratégies qu'on veut utiliser pour éliminer le HPV. La stratégie la plus efficace pour éliminer le HPV, ce serait simplement de tuer tous les hommes. Si on tue tous les hommes, on va plus HPV. Bon, voilà. Bon, c'est reconnaître que 40% des personnes ont le HPV lorsqu'ils sont relativement jeunes, vers 20-25 ans, mais plus on grandit, plus le HPV disparaît de notre corps. Il y a ce qu'on a un phénomène de clairance. Le phénomène de clairance, ça veut dire que notre corps élimine le HPV. Donc, laissez de lutter. Donc, c'est ces 2 à 8% qui n'arrivent pas à éliminer le HPV qui vont finalement se retrouver à avoir un cancer. D'accord? Et
Dernière chose qu'on doit dire sur la HPV, c'est que c'est une infection qui est sexuellement transmissible. Pour avoir la HPV, on ne peut le contacter que lors d'un rapport sexuel. C'est sexuellement transmissible. L'histoire naturelle. Comment est-ce que le HPV aboutit au cancer? D'abord, il faut avoir une infection au HPV lors d'un rapport sexuel. Le premier rapport sexuel, le deuxième, peu importe, vous avez un HPV. Malheureusement pour vous. Il faut 5 à 10 ans pour que ce HPV évolue pour donner ce qu'on appelle une lésion de bas grade. Un CIN1. CIN1, c'est une lésion de bas grade, une lésion qui n'est pas très grave, c'est une lésion précancéreuse qui peut aboutir au cancer si elle n'est pas soignée. Donc, vous avez un rapport, supposons qu'une femme ait son premier rapport sexuel à 20 ans. Si à 20 ans, elle a eu malheureusement un partenaire qui avait le HPV, le partenaire lui donne le HPV, à 30 ans, la femme, elle peut se retrouver, elle peut, je dis bien elle peut, sur probabilité, avec des lésions CIN1, n'est-ce pas? Au bout de 10 ans, si elle ne se traite pas, ces lésions CIN1 peuvent se transformer en lésions CIN2. Ce sont des lésions de moins grave, pas grave non plus, traitables. Et si elle se traite, les lésions CIN1 peuvent disparaître, n'est-ce pas? Si elle ne se traite pas, les lésions CIN1 vont donner des lésions CIN2. Donc, elle avait 20 ans, à 30 ans, elle a eu des lésions CIN1, à 40 ans, elle se retrouve avec des lésions CIN2. Ok. Elle ne se traite pas, pendant 5 à 10 ans, elle se retrouve avec des lésions CIN3, qui sont des lésions de haut grade, qui sont un peu plus sévères, un peu plus méchantes, n'est-ce pas? Si elle se traite, les lésions CIN2 retournent pour devenir des lésions CIN1 ou bien carrément disparaître. Si elles ne se traitent pas, les lésions CIN2 deviennent des lésions CIN3. Les lésions CIN3, si on les traite, elles redeviennent des lésions CIN1. Elles peuvent régresser ou disparaître. Donc c'est dire, et là, elles se retrouvent à 50 ans. Ce qui veut dire qu'entre le moment où vous allez avoir des lésions CIN, le HPV, et le moment où vous allez avoir des lésions CIN3, il peut se passer entre 15 à 30 ans. Ce qui est long. Donc, en théorie, en 15 à 30 ans, vous avez le temps de dépister, de voir vos lésions et de les traiter pour qu'elles régressent. Malheureusement, si on a des lésions CIN3 et qu'on ne les traite pas, les lésions CIN3 se transforment en cancer en à peine 1 ou 2 ans. Alors, les lésions CIN3 sont assez sévères. Mais les lésions CIN1, CIN2 et CIN3 sont des lésions précancéreuses et ce sont des lésions qu'on peut traiter et guérir. Malheureusement, le cancer, c'est autre chose. On peut le guérir à condition évidemment qu'il soit détecté à un stade très précoce. Ok? Maintenant, pour des raisons ou des facteurs que l'on ne maîtrise pas, de temps en temps, on peut passer directement de l'infection à HPV à directement cancer, sans passer par les lésions ni CIN1, ni CIN2, ni CIN3. Un certain nombre de femmes passent directement à la lésion HPV, au bout d'1 an, 2 ans, elles ont le cancer. Mais ce sont des femmes qui, en plus d'avoir des lésions CIN, en plus d'avoir une infection HPV, ont une infection à VIH-Sida. Quand on a le VIH-Sida, on ne passe pas par les stades 1, 2, 3 ou 4, on va directement de HPV à cancer. Parce que le VIH-Sida multiplie un peu par 8 la vitesse d'arrivée du cancer. D'accord? Donc voici ce qu'on appelle l'histoire naturelle du cancer. Donc entre le moment où vous avez des cellules qui sont normales, vous avez une infection à HPV, l'HPV commence à changer les cellules qui vont se transformer en cellules, là. Mais on a vu que les lésions, comme le montre le schéma, les lésions précancéreuses peuvent régresser. On peut avoir une lésion CIN1 ou CIN2 qui retourne à CIN1, avoir une lésion CIN3 qui retourne à CIN1, ou bien même disparaître. Maintenant, dès qu'on arrive malheureusement au stade de cancer, là, les lésions ne disparaissent plus. Il faut les traiter de manière chirurgicale ou par thérapie chimiothérapie. Mais entre le moment où vous avez une infection HPV et le moment où vous avez un cancer, je le répète, il faut 15 à 30 ans en moyenne. Donc, une femme qui se retrouve avec un cancer du col de l'utérus, ça veut dire qu'elle est restée pendant 15 à 30 ans, soit sans voir un gynécologue, ou bien sans faire de frottis. Sur lesquels on va revenir. Et or qu'on sait qu'au Sénégal, chaque jour, il y a 5 femmes qui ont le cancer du sein et qui ont le cancer du col et qui en meurent. Ça veut dire que chaque jour au Sénégal, il y a 5 femmes qui sont restées 30 ans sans voir le gynécologue. Ça n'est pas normal. Ce n'est pas normal de rester pendant 15 à 30 ans sans aller voir un gynécologue. Alors qu'il suffit de faire un simple frottis pour savoir à quel stade vous êtes. Est-ce que vous n'en avez jamais vu? Est-ce que vous êtes au stade 1, 2 ou 3? Et selon le stade, on vous traite, vous régressez, ou bien on enlève carrément le régressé. Donc quelque part, si les femmes ont le cancer du col de l'utérus, je n'ose pas dire qu'ils ont une responsabilité, mais il y a de la négligence quand même. Rester 15 ans à 30 ans sans faire de frottis, ce n'est pas normal. Oui.
Quelle est la périodicité recommandée pour faire un frottis? On va revenir dessus. La périodicité pour faire un frottis, elle dépend de l'âge de la personne et de son activité sexuelle. On considère que si on a moins de 30 ans, on a moins pour faire un frottis chaque 3 ans. Ce qui est largement, puisqu'on sait que c'est des lésions qui ont de 5 ans en 5 ans, si on fait un frottis par 3 ans, obligatoirement, on va voir dans quel stade on est. Par contre, si on a plus de 30 ans, là, il est conseillé de faire un frottis chaque an. Maintenant, si on fait du frottis pendant 3 ans et que le frottis est normal, on peut se permettre de rester 2 ans, 3 ans sans le faire de frottis. Mais pour moi, personnellement, vu le caractère dangereux du cancer, je conseillerais aux femmes de faire un frottis par an. Moi, c'est mon conseil. Donc, les personnes que je suis, je donne un frottis par an, n'est-ce pas, et un frottis 6 mois après chaque accouchement. D'accord? Maintenant, on a parlé du facteur initiateur. Le facteur initiateur, c'est le facteur sans lequel le cancer est impossible. C'est le HPV. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les facteurs promoteurs. Ce ne sont pas les facteurs qui donnent le cancer, mais ce sont les facteurs qui accélèrent le cancer. Le premier facteur promoteur, c'est l'hérédité. Si vous avez votre mère, votre grand-mère, une tante, une badienne, une soeur qui a eu le cancer du sein, ça veut dire que vous avez des chances d'en avoir. Malheureusement. Donc, si dans votre famille il y a eu un cancer du col de l'utérus, ça veut dire que vous devez encore plus faire attention, encore plus précautionneux. Parce qu'il y a ce caractère un peu héréditaire. Et pratiquement tous les cancers ont un caractère héréditaire. N'est-ce pas? De la même manière qu'il y a des familles où les gens ont le diabète, il y a des familles où les gens ont l'hypertension artérielle, malheureusement, il y a des familles à cancer. Et à chaque fois qu'il y a un membre de votre famille qui a le cancer, ça multiplie votre chance d'avoir le cancer par deux. Si vous avez votre mère, vous avez 2 fois plus de chance. Si vous avez votre mère et votre grand-mère, vous avez 4 fois plus de chance. Vous avez votre mère, votre grand-mère, votre tante, vous avez 8 fois plus de chance. Donc il est important parfois un peu de connaître l'histoire de sa famille. Deuxième facteur, ce sont les rapports sexuels. Les rapports sexuels peuvent donner le cancer, favoriser le cancer du col de l'utérus. Notamment si ce sont des rapports sexuels qui sont précoces. Si on a un premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans. Or, on sait que dans notre pays, il y a un phénomène qu'on appelle le mariage précoce. Surtout dans certaines ethnies, dès l'âge de 12 ans, les hommes et les femmes sont donnés en mariage. Ce qui peut être un facteur de survenue du cancer du col de l'utérus. N'est-ce pas? Autre aussi, qui sont le multipartenariat sexuel. Quand on a plusieurs partenaires sexuels. De manière indirecte, les femmes habituellement, on l'a dit, n'ont pas beaucoup de partenaires sexuels, mais les hommes ont beaucoup de partenaires sexuels. Or, si vous, votre homme, a eu plusieurs partenaires sexuels, c'est comme si vous aviez eu les mêmes partenaires sexuels. Si votre mari a eu peut-être une vie antérieure où il a eu beaucoup de partenaires sexuels, son histoire sexuelle avec ces partenaires-là a un impact directement sur vous. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les hommes doivent se sentir concernés par le cancer du corps. Il ne faut pas dire que c'est une histoire de femme. Ce n'est pas une histoire de femme. Ça me concerne tout le monde. Et un homme, s'il a des rapports avec 2 autres femmes, alors qu'il a sa propre femme, c'est comme si sa femme-là a eu des rapports avec les autres femmes. On le sait, surtout dans un couple polygame. Quand une infection survient dans un couple polygame, si on veut éradiquer l'infection, on est obligé de traiter tout le monde. Et ça, ce sont les partenaires sexuels officiels. Les partenaires sexuels non officiels, parfois c'est un peu difficile de les traiter. N'est-ce pas? On se comprend. Donc le multipartenariat sexuel, direct ou indirect. Troisième facteur, ce sont les autres infections sexuellement transmissibles. Ce sont des cofacteurs. Si on a une infection à chlamydia, si on a une infection à l'herpès, si on a une infection à n'importe quel autre germe, si cette infection-là se retrouve en même temps avec l'HPV, ça accélère la vitesse d'évolution du HPV. Donc lorsqu'on se retrouve avec des lésions CIN1 ou CIN2, dans le bilan, on va essayer de rechercher est-ce que vous n'avez pas aussi d'autres infections que vous ne voyez pas, notamment des infections à chlamydia, parce que ce sont des infections qui, lorsqu'elles se retrouvent ensemble dans le vagin, dans le col de l'utérus, accélèrent la vitesse de survenue du cancer. Et enfin, on a le tabac. Ça, on le sait. Le tabac, la cigarette est cancérigène. Mais ce que les gens ignorent, c'est que ce n'est pas seulement le tabac, c'est tout ce qui donne de la fumée. Or, on a une tradition, une culture africaine sénégalaise qui fait que la fumée est le quotidien, notamment avec l'encens, le tchouraï. L'encens est cancérigène. L'encens, surtout les femmes, dans le temps, vous deviez les propos, tout dans le truc là, c'est cancérigène. Et c'est extrêmement dangereux. Oui, c'est notre culture de faire du tchouraï, machin, mais il faudrait faire du tchouraï sans fumer. Mais au moment où vraiment il y a la fumée dans la chambre, ne pas y rester. Mais rester dans une chambre où il y a de la fumée, c'est extrêmement dangereux. Et un nouveau phénomène que l'on retrouve en ce moment chez les jeunes filles, notamment les jeunes, c'est la chicha. La chicha, c'est le truc arabe là, n'est-ce pas? Que les gens fument dans les fast-food, machin, etc. Mais c'est du tabac. Et c'est encore plus dangereux quand on inhale les choses.
La chicha est cancéreuse. Même la cigarette électronique. Il ne faut pas penser que utiliser une cigarette électronique vous dispense ou n'a pas les mêmes risques que la cigarette normale. Même la cigarette électronique est cancérigène. Et là, on parle du cas précis du cancer du col de l'utérus. Je ne parle pas seulement du cancer du poumon, du cancer de la gorge, je parle du cancer du col de l'utérus. La chicha, la cigarette électronique sont cancérigènes. D'accord? Et enfin, on l'a dit tout à l'heure, le VIH-Sida, qui lui multiplie par 8 la vitesse d'arrivée du cancer du col de l'utérus. Donc, à cause de l'immunodépression que le VIH-Sida crée, enlève vos défenses immunitaires de telle sorte que le cancer va se venir rapidement. Quels sont les signes du cancer? Je ne vais pas trop m'apesantir sur ça parce que ce qui est important sur moi, ce n'est pas de donner les signes du cancer, mais c'est plutôt de prévenir le cancer. Les signes du cancer, c'est d'abord des saignements. Les saignements qui apparaissent surtout après la ménopause. Nous considérons que tout saignement qui survient chez une femme qui est déjà ménopausée doit être considéré jusqu'à preuve du contraire comme étant potentiellement un cancer. Donc si vous voyez pas si vous êtes ménopausé, vous ne devez plus souffrir. J'ai eu il y a quelques temps une patiente qui venait de des régions là, qui est venue pour des saignements. Quand elle a eu ses saignements, les gens vous disent que c'est un miracle, elle a 70 ans, elle a repris ses règles, qu'elle a machin, etc. Ils en ont fait tout un spectacle là, alors que simplement elle avait un cancer. Parce que les gens ont cru à un prodige parce qu'elle voulait avoir des enfants, Dieu a fait qu'elle a revu ses règles, donc elle est revenue féconde, etc. Et elle est morte 6 mois après un cancer. Un peu. Donc tout saignement après la ménopause doit être considéré jusqu'à preuve du contraire comme un cancer. Par excès. Maintenant, il y a d'autres causes qui peuvent faire saigner, alors ce n'est pas un cancer, on est d'accord. Mais vu le caractère dangereux du cancer, c'est dangereux. Okay? Les rapports sexuels. Habituellement, lorsqu'on est au stade du cancer, les rapports sexuels peuvent déclencher des saignements. Donc si vous avez des petits saignements après un rapport sexuel, inquiétez-vous. Surtout que ce sont des signes qui apparaissent vraiment très précocement. À ce stade, le cancer, on peut encore le guérir. On peut encore le guérir, parce qu'on peut guérir le cancer. N'est-ce pas? Deuxièmement, ce sont les pertes blanches. Mais ce sont des pertes blanches qui ont tendance à devenir fétides ou bien qui ont un aspect rouge. C'est des pertes blanches qui sont rougeâtres. On appelle ça les os rouges. Des os qui sont rouges et qui sont un peu fétides. Si vous avez ça, attention, ça va quand même vous faire poser quelques questions. Toujours, on est au stade guérissable. N'est-ce pas? Enfin, c'est les douleurs du bas-ventre. Puisque les douleurs du bas-ventre, toutes les femmes ont mal de ventre, de temps en temps, au moins une fois dans leur vie, ce n'est pas un signe spécifique. Mais ça peut être un signe d'alerte. Si on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? On fait la colposcopie. La colposcopie, c'est une grosse loupe, n'est-ce pas, que l'on regarde, que l'on met à l'intérieur du vagin, et on va regarder le corps. Quand on regarde, on peut voir au niveau du col une zone qui est un peu bizarre. Et dans cette zone bizarre, on fait ce qu'on appelle une biopsie. Une biopsie, c'est qu'on prend, un petit bout du col, on va regarder au microscope. Et il n'y a que la biopsie qui donne le diagnostic. On ne peut pas parler de cancer tant que la biopsie n'a pas dit c'est un cancer. Parce que ces saignements, ces douleurs, ces pertes blanches, ces os rouges, ces douleurs peuvent être simplement un myome, fibrome. Ça peut être un chlamydie, ça peut être un HPV non cancérigène, ça peut être un condylome, ça peut être plein de choses, n'est-ce pas? Ça peut être une déchirure. Mais pour dire cancer, il faut qu'on voit ça au microscope. Donc, tant que le microscope n'a pas dit cancer, on considère que c'est un cancer. Mais on considère que ça peut être un cancer. Comment maintenant prévenir? Il y a une loi à Hong Kong, n'est-ce pas, en Chine, qui dit que si vous surprenez votre mari en position d'infidélité, vous pouvez le tuer. C'est la loi. Donc, un des meilleurs moyens de lutter contre le cancer du corps, puisqu'on sait que ce sont les hommes qui transmettent le virus aux femmes, moi, ce que je propose, c'est qu'on tue tous les hommes. Donc, éviter l'initiateur, puisque l'initiateur vit de manière naturelle chez les hommes pratiquement, il faut tuer les hommes. Si on tue tous les hommes, il n'y aura plus de cancer. Malheureusement, c'est une solution. Ce sont les femmes qui vont être les premières à trouver cette solution-là. On ne le peut pas, malheureusement. On ne peut pas que ce serait une bonne solution. Donc, sauf les gynécologues. On tue tous les hommes, sauf les gynécologues. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va éviter le facteur initiateur. Pour éviter le facteur initiateur, la première chose, c'est soit abstinence, soit préservatif. Et ça, on s'adresse aux jeunes. Les jeunes. Dire que les jeunes, vous demandez aux jeunes de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, on se dit la vérité, c'est quasi impossible. C'est presque impossible. Donc cette histoire d'abstinence jusqu'au mariage, les gens ne le respectent pas. C'est un constat. Donc, il faudrait, et je pense que vous tous vous le voyez dans la politique de santé publique du ministère de la Santé, on placard un peu par des affiches pour dire abstinence ou préservatif. Au moins qu'ils aient le choix.
plutôt que finalement de se retrouver dans 10 ans, dans 20 ans, à donner le cancer à leurs femmes ou à leurs épouses. Donc ces campagnes de communication à l'encontre des jeunes et la promotion du préservatif, c'est pour protéger les femmes dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc c'est ce qu'on appelle une politique de santé publique. C'est à long terme. Quelqu'un qui dit que tu viens de sauver ta peau en fait, en disant que non, on ne peut pas les tuer. D'avoir rectifié. Éviter les rapports sexuels précoces. Il faut lutter contre le mariage précoce. C'est vrai que c'est culturel dans certains pays, notamment les cols et autres, mais il faut éviter les rapports sexuels précoces parce que ce sont des facteurs cancérigènes. Plus qu'une femme a des rapports sexuels tôt, plus le phénomène qui va lui donner le cancer va survenir tôt. N'est-ce pas? Troisièmement, éviter évidemment le multipartenariat sexuel. Mais ça, on va plus s'adresser aux hommes. C'est dommage que les hommes ne soient pas là aujourd'hui pour entendre et écouter. Mais il faut plus que les hommes sachent que le multipartenariat sexuel qu'ils ont, que ce soit légitime ou illégitime, a un impact direct sur les femmes avec lesquelles ils ont des rapports sexuels. Pour eux, il y a moins de conséquences, mais pour les femmes, malheureusement, il y a des conséquences qui sont désastreuses. Et la place du sexe oral. On a découvert récemment que le sexe oral, c'est-à-dire les rapports sexuels avec la bouche, soit de fellation des cunnilingus, peuvent donner le cancer. Mais cette fois-ci, Dieu fait bien les choses, ça donne plus de cancer aux hommes. Les hommes qui font des cunnilingus et autres peuvent avoir le cancer de la bouche, le cancer de la gencive, le cancer de la gorge. N'est-ce pas? Donc au moins la nature équilibre un peu les choses. Maintenant, ce n'est pas sûr à 100%. C'est encore des études, n'est-ce pas, qui doivent être poussées, mais on pense que le sexe oral peut être un facteur de survenue du cancer, notamment aux gens qui pratiquent. Deuxième moyen, c'est d'éviter les promoteurs, c'est l'hérédité. On sait que si votre mère, votre grand-mère, votre tante a le cancer, vous pouvez avoir le cancer. Mais comment lutter contre l'hérédité? Ce n'est pas possible. On ne peut pas choisir sa mère, on ne peut pas choisir sa grand-mère, on ne peut pas choisir sa tante. Donc par rapport à l'hérédité, on ne peut pas changer ça. Mais on peut au moins se renseigner. Vous pouvez vous renseigner pour savoir est-ce que votre mère, votre grand-mère, est-ce que vous avez une tante dans la famille qui a eu le cancer. Et si c'est le cas, vous serez 2 fois plus précautionneux. Au lieu dans ce cas de faire vos frottis chaque 3 ans, si vous savez que dans votre famille vous avez une tante qui a eu le cancer du col, il faut faire votre frottis chaque année. Simplement. Donc l'information peut vous aider. Arrêtez de fumer, évidemment, mais surtout diminuer ou arrêter l'encens. En tout cas, arrêter l'encens que l'on met où il y a vraiment beaucoup de fumée. Mettre de l'encens parfumé dans votre chambre, c'est bien, mais il ne faudrait pas que ce parfum que vous mettez aboutisse à donner un cancer. Donc, mettre de l'encens, privilégier l'odeur à la fumée. Troisièmement, manger des fruits et légumes. On sait que les fruits et les légumes protègent contre le cancer. Notamment, il y a le citron, il y a la tomate, il y a les corosols qui protègent contre le cancer du col de l'utérus. Une bonne consommation de fruits et de légumes, une consommation régulière, vous donne des nutriments qui vont vous protéger contre le cancer du col de l'utérus. Éviter les rapports sexuels précoces, donc lutter un peu contre le mariage précoce, n'est-ce pas? Et surtout éviter le multipartenariat sexuel. Toujours dans la prévention du col, il faut faire ce qu'on appelle un frottis avec le vagin. Un frottis avec le vagin, c'est très simple. C'est une petite brosse que l'on met sur le pied dans le vagin, on l'ouvre un peu. C'est désagréable, mais c'est pas douloureux. Et on prend une petite brosse, on brosse la dent, et on brosse un peu le col, et on met ça. On a même pas. C'est très désagréable, mais bon, habituellement, si c'est fait avec tact et douceur, ce n'est pas douloureux. Mais c'est assez désagréable. Mais ça peut vous permettre de déterminer est-ce que votre col est sain, est-ce que votre col a des lésions de bas grade, est-ce que votre col a des lésions de moyen grade, est-ce que votre col a des lésions de haut grade. Et si on voit que votre col a des lésions de bas, moyen ou haut grade, vous prenez des dispositions pour ne pas aboutir au stade de cancer du col utérus. Simplement. Donc le frottis, il faut le faire. La question qu'on m'a posée tout à l'heure, quand est-ce qu'il faut faire le frottis? Il faut faire le frottis normalement 6 mois après le premier rapport sexuel. On ne peut pas faire de frottis si on n'a jamais eu de rapport sexuel. Une femme vierge ne fait pas de frottis. On va voir que ça sera l'attitude d'une femme vierge. Virginité, pas de frottis. Vous mariez, premier rapport sexuel, 6 mois après, vous faites votre premier frottis. Le premier frottis là va vous permettre de dire est-ce que vous avez été oui ou non en contact avec l'HPV. Si le premier frottis montre qu'il y a des lésions avec l'HPV, au moins vous prenez les demandes. Si vous avez moins de 30 ans et si vous n'avez pas d'antécédent de cancer dans votre famille, vous pouvez faire un frottis chaque 3 ans. Si vous avez déjà 30 ans, ou si vous avez des cas de cancer dans votre famille, vous faites votre frottis une fois par an. Et dès que le frottis montre des lésions, on les traite. Et quand on les traite, dans 95% des cas, la lésion est disparue. On les cible. Toutes les femmes doivent faire un frottis. Toutes les femmes qui ont une activité sexuelle doivent faire un frottis.
Au moins. J'espère qu'ici, tout le monde a déjà fait un frottis. Est-ce qu'il y en a une ici qui n'a jamais fait de frottis? Marié, activité sexuelle, pas de frottis. Si c'est pas marié, c'est pas grave. Si vous êtes marié, c'est grave. On n'a jamais fait de frottis. Vous êtes marié combien de temps? 8 ans. C'est grave ça. Votre gynécologue vous a jamais proposé de frottis? Il faut lui couper les oreilles. Non, pas changer. Il faut faire votre frottis. C'est le frottis pour vous sauver la vie. Il faut le faire. Ça vous permet de savoir si vous faites votre frottis et que votre frottis est normal. Ok, pas de problème. Vous le faites une fois par an, une fois par 3 ans, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites votre frottis et que votre frottis montre que vous avez des lésions cellulaires, 1, 2 ou 3, ça veut dire que le processus qui vous donnera le cancer a commencé. Et vous avez 15 à 30 ans pour y aller. Donc ça va. Tout est jouable. Donc madame, il faut faire votre frottis. D'accord? Dès demain. Ok? Donc le frottis après le commerce sexuel à répéter, il est très efficace, il est vraiment très efficace. Maintenant, si le frottis montre des lésions CIN1, CIN2, CIN3, ou bien c'est un doute, on fait une colposcopie. La colposcopie avec la loupe pour regarder le plus près le col. Si la colposcopie montre une zone qui est un peu douteuse, là on fait une biopsie sur le col. Quand on fait une biopsie, la biopsie dira de manière précise est-ce qu'il y a un cancer ou est-ce qu'il n'y a pas de cancer, est-ce qu'il y a un précancer. Auquel cas, on pourra faire le traitement nécessaire. La vaccination. Il existe un vaccin contre le HPV, le humain papillomavirus. Le HPV dans le cancer, il y a un vaccin contre le cancer. Il y en a même deux. Le vaccin bivalent, le Cervarix, et le vaccin quadrivalent, le Gardasil. Le vaccin bivalent, c'est le vaccin qui lutte contre le HPV 16 et 18 qui donne le cancer du papillomavirus. Le vaccin quadrivalent, qui lutte contre le HPV 16, 18, 6 et 11. C'est-à-dire ceux qui donnent le cancer et ceux qui donnent les Sochak. N'est-ce pas? Personnellement, je le recommande le Cervarix. Parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, vous avez peut-être entendu dans les médias, plein d'effets secondaires avec le vaccin, le Gardasil, en Europe, etc. Puisque la question n'est pas tranchée, pour le moment, le cancer étant plus dangereux que les contrôles, je conseillerais à tout le monde de faire le Cervarix. Comment faire le Cervarix? Dans l'idéal, il faut faire le Cervarix avant le premier rapport sexuel. Puisque c'est la personne avec qui vous avez le premier rapport sexuel peut vous donner le HPV. Si vous faites le Cervarix avant le premier rapport sexuel, vous bloquez le risque d'être contaminé par l'HPV. Donc avant le premier rapport sexuel. Et puisqu'on sait que, statistiquement parlant, ici au Sénégal, l'âge moyen du premier rapport sexuel tourne autour de 14 ans, il est conseillé, officiellement, l'âge moyen du premier rapport sexuel chez les filles, c'est 14 ans. C'est l'âge moyen, c'est au niveau national, c'est à cause justement du phénomène de mariage précoce. Donc il est conseillé de vacciner les jeunes filles dès l'âge de 12 ans. Si vous avez des filles chez vous, si elles ont 12 ans, en Europe même dans certains pays 18 ans, vous pouvez les vacciner. Il y a 3 doses. Il y a une dose, elle reprend 1 mois après et elle reprend 6 mois après. En faisant ces 3 doses, vous limitez au maximum le risque que votre enfant ait un cancer du col de l'utérus. Si vous-même n'êtes pas vacciné et vous avez déjà une activité sexuelle, vous faites votre frottis. Même si les avis des uns et des autres sont partagés. Mais logiquement, si vous faites votre frottis et le frottis montre que vous n'avez jamais été en contact avec l'HPV, vous pouvez vacciner. C'est logique, non? Le vaccin, on ne le fait pas. Par contre, si le frottis montre qu'il y a une lésion, si vous faites le frottis et que le frottis montre que vous avez une lésion CIN1, CIN2 ou CIN3, on ne va pas vacciner. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement traiter les lésions. Soit par une conisation, soit par une cryothérapie ou carrément par une hystérectomie. Ok? Donc, la vaccination, elle est réservée aux femmes n'ayant jamais de rapport sexuel ou aux femmes qui ont un frottis normal. Vous faites votre frottis, il est normal, vous avez légitimement le droit de vous vacciner. Protéger. Et à continuer toujours. Par contre, faire le vaccin ne vous empêche pas de faire votre frottis. Même si vous vaccinez, vous devez quand même faire votre frottis. Mais tout en sachant qu'il n'y a aucun vaccin efficace à 100%. Ok. Mais il limite au maximum les chances d'en avoir. Mais en matière de cancérologie, on parle toujours de statistiques, de probabilité. Il faut diminuer les probabilités d'avoir un cancer. Donc, plus la probabilité elle est basse, mieux c'est. D'accord? Donc, faut-il préalable si on a déjà eu des rapports sexuels? Les hommes, est-ce qu'il faut les vacciner? Pour ma part, oui, il faut vacciner les hommes. Parce que de toute façon, c'est les hommes qui portent le virus et qui se traitent mal avec. Et qui le donnent à n'importe qui. Donc oui, il faut vacciner, mais il faudrait vacciner les garçons. Il faut vacciner les garçons avant qu'ils n'aient des rapports sexuels. Parce que dès qu'ils commencent à avoir des rapports sexuels, rapidement ils sont contaminés par l'HPV. Pour détecter un HPV chez les hommes, c'est très compliqué. Parce qu'il n'y a pas de signes, on ne peut pas faire de frottis chez les hommes. C'est pas possible. Donc l'idéal, et je pense qu'il y a certains pays en Europe qui le font, les campagnes de vaccination sont pour les filles
avant l'âge de 12 ans, et pour les jeunes garçons. Il faut vacciner les garçons. En vaccinant les garçons, couper la chaîne de transmission. Et c'est simplement une logique. Maintenant, si le garçon a déjà eu des rapports sexuels, c'est plus la peine de vacciner. C'est quasi trop tard. Ça peut même être dangereux de vacciner. Donc les garçons doivent être vaccinés de la même manière que les jeunes filles. Et l'idéal aurait été d'inclure cette vaccination dans le programme élargi de vaccination. Bon, on y arrivera, on est encore un pays sous-développé, peut-être dans quelques années, nos pouvoirs publics vont se réveiller et ils vont faire ça. Sinon, c'est le dépistage. En Europe, en France, eux, ils disent dépistage de 25 à 65 ans, vaccinez ou pas, vous faites les photos. Tous les 3 ans, vous faites votre photo chaque 3 ans. Nous, vu ici nos conditions de vie, les problèmes qu'on a, notre malnutrition chronique, je pense qu'il faut faire le frottis. Ou bien, pas de rapport sexuel. Pas de frottis, pas de rapport sexuel. Frottis, vaccin ou sein de chasseur. Pas de rapport. Au moins, si on n'a pas de rapport, on n'a pas de cancer. Il n'y a pas du col de l'utérus. Oui. On n'entend jamais parler de vacciner les garçons dans les différentes campagnes. Oui, parce que c'est un problème de santé publique. Nous n'avons pas suffisamment d'argent dans notre pays pour vacciner tout le monde. Donc on vaccine la cible la plus fragile. La cible la plus fragile, c'est les femmes. Donc c'est les femmes qui sont prioritaires dans la vaccination. Mais dans un stade plus avancé, il faudrait penser à vacciner les garçons. Et les pays qui ont les moyens le font. Ils vaccinent aussi bien les jeunes filles que les jeunes garçons. Dans l'idéal. Mais puisque nos moyens sont limités, ben on va vacciner les plus sensibles. Et les plus sensibles sont les femmes. Vous comprenez? C'est simplement ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est pour une femme bien, il faut faire la vaccination. La vaccination est extrêmement importante. Et on revient dessus. Pour une femme qui est sexuellement active, il faut faire des frottis de manière périodique, chaque année ou chaque 3 ans, n'est-ce pas? Et si le frottis est normal, faire sa vaccination aussi. La sexualité, éviter le multipartenariat sexuel. À partir de la ménopause, il faut systématiquement faire son frottis chaque année. Puisque le cancer, il apparaît au bout de 15 à 30 ans, habituellement, ces 15 à 30 ans correspondent à la période autour de la ménopause. Si on a eu son premier rapport sexuel à 20 ans, si on met 30 ans sur 20 ans, c'est 50 ans. À 50 ans, habituellement, on est en ménopause. Ou au moins en période de préménopause. À partir de la ménopause, beaucoup de femmes pensent qu'on ne va aller chez le gynécologue que quand on est encore en train de faire des enfants, machin, etc. Mais c'est justement après votre ménopause, où vous ne faites plus d'enfants, que vous avez toujours besoin d'aller chez le gynécologue ou de faire votre frottis. Donc les consultations gynécologiques ne se limitent pas à la maternité. Elles commencent avant la maternité, elles se poursuivent pendant la maternité, elles se terminent après la maternité. D'accord? Et surtout, on l'a dit, faire attention au saignement après la ménopause. D'accord? Ce qu'on peut dire en conclusion sur le cancer du col de l'utérus, c'est que la cause est connue, c'est HPV. N'est-ce pas? Le vaccin, il est disponible, il n'est pas cher. Une dose de HPV, une dose de vaccin coûte en moyenne 12 000 ou 18 000, je pense. Ça coûte encore moins de 20 000 francs. La dose, il faut 3 doses sur 6 mois. Une dose 1 mois après et 6 mois après. Donc ça fait moins de 60 000 francs pour être protégé. Le frottis permet de dépister très précocement les lésions, n'est-ce pas? Et malheureusement, il y a 5 décès par jour. Il y a un problème. Une maladie dont on connaît la cause, dont on a un vaccin, dont on a un traitement, et il y a quand même 5 personnes qui en meurent par jour. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et où se situe le problème? C'est juste un problème de communication. C'est un problème de communication. Le message qu'on vient de partager ici, il faut que vous le diffusiez. Si vous-même, chacune de vous parle de ça à 5 femmes autour de vous, on diffuse le message. Et chacune de ces 5 femmes-là, on parle à 5 autour de vous. Au bout de quelques années, tout le monde saura. Et quand tout le monde saura, le cancer va disparaître. En Europe, c'est ce qu'ils ont fait. Le cancer du col, qui était le premier cancer il y a peut-être 10 ans, 15 ans, maintenant, il est peut-être le 5e ou 6e cancer. Il est vraiment descendu statistiquement parlant. Donc, s'il y a un maître mot à retenir, c'est la communication. Il faut communiquer. Bien communiquer, il faut communiquer. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous concernant le cancer du col de l'utérus. Est-ce que vous avez des questions? Les zones d'éclaircissement. Est-ce qu'on peut faire